Merci aux amis du monde diplomatique de Versailles d'avoir organisé cette rencontre. Je suis ravi de présenter, de discuter de mes recherches dans ce cadre. Donc, ce que je présente, donc, c'est effectivement l'ouvrage Le bourré de l'atelier, sociologie du combat syndical. Donc, c'est un livre qui est paru en janvier dernier. Le cœur de l'ouvrage, c'est la question de l'engagement ouvrier, de l'engagement syndical, des recompositions du militantisme syndical. Avant d'aller sur cette ligne principale qui est le cœur de l'ouvrage, je vais commencer par un autre point qui est aussi présent dans l'ouvrage, qui est la question des ouvriers qui vivent dans les espaces ruraux, puisque l'enquête sur laquelle je m'appuie, c'est une enquête que j'ai effectuée dans un site rural, et je suis par ailleurs donc sociologue à l'INRA, donc à l'Institut national de recherche agronomique, donc au département des sciences sociales de l'INRA, où on est une petite équipe à Dijon de sociologues, où on travaille donc sur les territoires ruraux et sur les différents groupes sociaux qui vivent dans les territoires ruraux, donc agriculteurs, ouvriers, artisans, classe supérieure. Et donc c'est dans ce cadre-là que moi j'enquête donc sur le monde ouvrier qui vit dans les campagnes, et c'est un monde qui est assez invisible. Donc le premier point, donc comme un préambule de cette présentation, c'est de revenir donc sur cette réalité qui est peu connue, qui est celle de la condition ouvrière dans les espaces ruraux. Donc j'ai mis une première photo où on voit un cas, donc c'est à une vingtaine de kilomètres de l'endroit où j'ai enquêté, donc c'est une petite ville industrielle comme il en existe plein en France, où on voit bien qu'on est sur un site très industriel, donc là en l'occurrence c'est de la métallurgie, et donc c'est une petite ville avec autour directement les campagnes, avec des cités d'habitat collectifs. Et donc, on le verra progressivement dans la présentation, c'est dans ce type de commune où la part des ouvriers dans la population est la plus importante, beaucoup plus qu'en ville notamment. Donc, au fait, les campagnes, si moi j'en viens à travailler sur les ouvriers, en travaillant sur les campagnes, c'est pas un hasard, puisque les campagnes comprennent une vaste population ouvrière, alors même que dans les représentations, lorsqu'on pense aux campagnes, aux territoires ruraux, on pense essentiellement à l'agriculture ou au tourisme. Alors que la réalité des campagnes françaises, c'est qu'elles sont essentiellement populaires. Et les ouvriers forment le premier groupe d'actifs dans les campagnes, bien devant celui des agriculteurs. C'est-à-dire qu'en gros, les agriculteurs forment entre 5 et 6% de la population active des campagnes françaises, alors qu'il y a 32% d'ouvriers. Donc en gros, il y a 5 fois plus d'ouvriers que d'agriculteurs, mais lorsqu'on pense aux campagnes, on pense essentiellement à l'agriculture. Donc, j'ai quelques slides au début juste pour vous présenter ce point-là, parce qu'au fait, il est assez peu connu, surtout lorsqu'on habite dans les grandes agglomérations urbaines et surtout lorsqu'on habite en région parisienne. Donc, sur ce point très important du monde ouvrier dans les campagnes. Donc, on peut le voir ici. Donc là, c'était sur les 5-6% que je vous disais pour les agriculteurs, et 32% d'ouvriers. Donc c'est le premier groupe dans les campagnes. Et donc si on met ouvriers plus employés, donc en général quand on parle de classe populaire, on met ouvriers plus employés. Donc pour faire simple, ouvriers c'est généralement dans l'industrie, ce sont des hommes à 80%. Employés, on est aussi dans du salariat d'exécution, subalterne, encore moins bien payé que les ouvriers. Et là on est à 80% du côté des femmes et des services. Donc c'est le salariat subalterne, ça forme ce qu'on appelle donc aujourd'hui les classes populaires. Et ça forme la majorité de la population dans ces territoires ruraux. Et la singularité, c'est que dans les territoires ruraux, les ouvriers sont plus nombreux encore que les employés. Alors qu'en ville, c'est inversé, c'est-à-dire que les classes populaires ont une composition plutôt du côté employé que du côté ouvrier. Donc c'est une singularité. Et ce qui est très important, c'est la différence avec les agriculteurs, puisqu'on a vraiment la représentation. Donc moi, quand je parle d'espaces ruraux, c'est ce qui est généralement défini comme espaces ruraux. Et pour faire simple, c'est selon la nomenclature de l'INSEE, ce qui n'est pas urbain. Puisque maintenant, en fait, on ne parle plus de ruraux, mais ce qui n'appartient pas ni aux grands pôles urbains, on y reviendra, ni au périurbain. C'est le reste. Donc c'est les petites communes, ou des communes qui peuvent être un peu plus importantes, mais qui sont hors d'influence des grandes villes. Et donc là, on a une surreprésentation
du groupe ouvrier. Donc ils forment 32% de la population de ces territoires. Ces ouvriers, certains travaillent dans le secteur agricole, donc c'est les ouvriers agricoles, c'est le salariat de l'agriculture, mais en fait c'est une toute petite minorité. La plupart des ouvriers, en fait, travaillent dans des secteurs classiques, de l'industrie classique, donc dans la métallurgie, comme on le voyait sur la photo précédente, dans le nucléaire, dans l'agroalimentaire, dans le bois, dans le bâtiment, dans la logistique, par exemple tout ce qui est entrepôt, notamment d'Amazon, c'est plutôt des implantations dans le périurbain ou dans le rural. Donc on est sur un monde ouvrier assez classique. Il ne faudrait pas réduire le monde ouvrier des espaces ruraux à l'agriculture. C'est vraiment une toute petite partie. C'est quand même une partie qui n'a pas disparu, mais on est plutôt face à des figures ouvrières classiques. Mais donc il y a une véritable invisibilisation. Donc souvent, moi, quand je dis que je suis sociologue à l'INRA, on ne voit pas le rapport en disant pourquoi alors qu'il y a un rapport clair. Mais il y a une invisibilisation puisque dans les représentations dominantes des campagnes, il n'y a pas ces figures ouvrières. La principale raison, à mon sens, c'est que ces représentations dominantes, elles sont produites par des élites, qui sont des élites urbaines, en général, puisqu'il y a une concentration des universitaires, des journalistes, des artistes, des écrivains dans les grandes agglomérations et surtout à Paris, où ces représentations des mondes ruraux peuvent être produites par des élites agricoles. Donc on pense à la FNSEA, à tout ce qui se passe dans la médiatisation autour du salon de l'agriculture tous les ans, où il y a des groupes sociaux agricoles qui sont en position de force pour diffuser ces images de la ruralité qui serait essentiellement une ruralité agricole, alors qu'en fait elle est en général à la fois agricole et industrielle. Donc c'est vraiment lié à la répartition inégale des groupes sociaux dans le territoire, puisque ceux qui produisent la représentation dominante, les professions intellectuelles supérieures, elles se concentrent dans les villes, et surtout en région parisienne. Donc il y a une diffusion de représentations esthétisantes de la ruralité, et ces représentations elles s'accordent bien avec les expériences de la campagne qui sont vécues par la plupart des citadins, qui sont touristes de passage dans ces campagnes, ou propriétaires de résidences secondaires. Donc dans mes présentations, il m'est arrivé maintenant de tomber sur des intellectuels ou des universitaires qui connaissent un peu la région, mais sans avoir vu qu'il y avait, dans la région où j'ai enquêté, cet atelier, cette concentration ouvrière, puisque quand ils arrivent depuis Paris, ils vont directement dans les villages qui sont un peu plus éloignés, et qui sont des villages plus pittoresques, où on a des résidences secondaires, où on vient pour le tourisme, sans voir que en fait, les petites villes de ces campagnes sont des villes profondément ouvrières. Mais c'est vrai que les expériences des urbains font en sorte qu'ils ne voient pas cette forte population ouvrière. Une autre cause, c'est aussi qu'il y a une invisibilisation des populations ouvrières du côté du mouvement ouvrier, puisque le mouvement ouvrier s'est surtout constitué autour des bastions ouvriers urbains, et notamment donc pour le Parti communiste et également pour la CGT, ceux qui dominaient ces organisations étaient plutôt des ouvriers très qualifiés de la métallurgie, de grands bassins industriels. Et il y avait une certaine marginalisation des ouvriers ruraux, qui ont toujours existé au fait, mais qui étaient plutôt marginalisés dans les organisations. Et c'est pour ça que les images classiques de la classe ouvrière sont plutôt associées à des grandes villes industrielles et pas à ces territoires, alors que le territoire avait également une puissance importante du côté du mouvement ouvrier, donc avec notamment beaucoup de municipalités communistes dans ces campagnes ouvrières, mais les principaux postes de pouvoir dans les organisations étaient plutôt détenus par des ouvriers qui venaient des grandes villes. Puisque donc c'est pas quelque chose qui est nouveau, il y a une longue histoire française d'industrie rurale, donc pendant tout le XXe siècle. Donc souvent, on pense à tort que la classe ouvrière s'est créée lorsqu'il y a eu un exode rural, une concentration des ouvriers dans les banlieues urbaines, alors qu'il y a toujours eu le maintien d'un tissu industriel rural fort, avec le textile notamment au départ, avec les mines, avec ensuite un renouvellement qui s'est fait notamment dans les années 60 et 70 dans le cadre d'une politique de décentralisation industrielle, avec un développement de l'industrie automobile, de la métallurgie, de différents petits ateliers qui se sont implantés également dans ces territoires dans les années 60, 70 et 80. Donc ce sont des territoires profondément populaires parce qu'il y a cette industrie, mais aussi lorsqu'on pense aux bassins industriels urbains importants en France, très souvent, on voit que la main-d'œuvre ouvrière est souvent une main-d'œuvre qui vient de la périphérie rurale et qui vient travailler dans ces communes industrielles.
Donc, par exemple, aujourd'hui, le plus grand bassin industriel, c'est Peugeot à Sochaux. Or, la plupart des ouvriers de Peugeot n'habitent pas à Sochaux, mais dans des petites communes qui sont dans les environs et qui sont souvent donc, des petites communes rurales. Donc c'est la même chose pour Michelin à Clermont-Ferrand, c'est la même chose pour les chantiers navals à Saint-Nazaire, où beaucoup d'ouvriers n'habitent pas à Saint-Nazaire, mais dans la périphérie rurale et viennent donc tous les jours travailler. Donc il y a des conditions de travail qui sont urbaines dans le sens où ils viennent travailler dans un site industriel urbain, mais ils ont des conditions de vie rurales dans le sens où souvent ils habitent dans des petites communes qui sont très ouvrières. Alors que la bourgeoisie locale ou les cadres, les responsables de ces entreprises habitent plutôt dans les villes, dans les milieux urbains. Pour la période récente, il y a eu un renouvellement de cette population ouvrière qui vit dans les campagnes dans le cadre d'une certaine ségrégation spatiale qui s'est renforcée avec la gentrification urbaine. Comme il est de plus en plus difficile pour les ouvriers d'accéder à la propriété en ville, de plus en plus, ils vont plutôt s'installer dans le périurbain ou dans le rural plus éloigné pour pouvoir accéder à la propriété. Donc là, il y a eu un processus qui pousse les ouvriers du cœur des agglomérations. Donc il y a tout un ensemble de processus à la fois anciens et nouveau qui explique cette composante importante donc de population rurale qui se rattache au monde ouvrier. Donc sur cette ségrégation, donc sur le fait que de plus en plus les ouvriers ne peuvent plus vivre en ville, on peut le voir avec cet histogramme où là donc c'est la part des ouvriers dans la population locale de chaque type de territoire. Et donc où ils sont le moins représentés, c'est à Paris. Et en fait, plus on s'éloigne de Paris ou plus on s'éloigne des grandes agglomérations urbaines, plus la part des ouvriers augmente. Donc ils sont faibles à Paris, qui est la ville la plus embourgeoisée. Leur part est plutôt faible dans les grandes métropoles régionales. Ça augmente dans le périurbain de ces grands pôles, de ces grands pôles urbains. Et surtout, donc, on arrive donc à ces 32% dans les espaces ruraux. Donc plus on s'éloigne des villes, plus la part des ouvriers dans la population locale augmente. Et inversement, donc je ne l'ai pas mis, mais le poids des cadres et professions intellectuelles supérieures est très important ici et très faible de l'autre côté. Donc en gros, il y a, par exemple, il est de 28% pour Paris, il est de 7% pour les espaces ruraux. Donc il y a vraiment une concentration des classes supérieures dans les grandes agglomérations et surtout à Paris. Et en gros, donc les métropoles, elles accumulent des emplois qui appartiennent aux fonctions intellectuelles, de gestion, de décision des entreprises. Et les mêmes travailleurs de la même entreprise, les travailleurs de la même entreprise, mais qui sont plutôt du côté du travail ouvrier, des positions subalternes, vont être dans les établissements qui sont plutôt installés dans les espaces ruraux. Vous avez des centres de décision qui sont dans les grandes villes et des ateliers de fabrication qui sont plutôt installés dans le rural ou dans le périurbain. C'est notamment parce que c'est moins cher pour le foncier, parce que la main-d'œuvre est estimée plus docile et avec des possibilités de rémunération plus faibles. Donc il y a une forte part du monde ouvrier donc, dans ces territoires. En même temps, c'est invisible. Et ça explique, à mon sens aussi, le succès de l'idée de la fin de la classe ouvrière. Puisque, comme la classe ouvrière, historiquement, elle est plutôt associée aux organisations ouvrières, à un type d'ouvrier, notamment de la banlieue rouge et parisienne, le fait qu'on est de plus en plus sur des ouvriers qui travaillent dans des petites unités de production dans les campagnes, on a l'impression que la classe ouvrière, elle disparaît. C'est-à-dire que le monde ouvrier est associé traditionnellement à une grande concentration industrielle urbaine. La crise a surtout affecté ces grandes concentrations industrielles urbaines. On peut parler de Longwy, notamment. Avec la crise de ces concentrations industrielles, on en conclut trop rapidement la disparition du groupe ouvrier, alors que simplement, donc il diminue numériquement, mais surtout il se fragmente, il est plus divers, mais comme ça ne correspond pas aux images qui sont associées à cette classe ouvrière, on a tendance à penser qu'elle disparaît. Une autre manière de mettre l'accent donc, sur les représentations dominantes qui ne rendent pas justice à la situation du monde ouvrier aujourd'hui, c'est simplement de retracer les départements où le poids des ouvriers dans la population est la plus importante.
Donc là, c'est les premiers départements, et ça, c'est les derniers. Donc j'ai pris les 10 premiers et les 10 derniers. Donc là, c'est les départements les plus ouvriers en proportion. C'est-à-dire que la part dans la population est la plus importante. Donc ce n'est pas des départements auxquels on s'attend en général, puisque ce sont des départements profondément ruraux, donc Ardennes, Haute-Marne, Orne, Aisne, Mayenne, Vosges, Haute-Saône, Jura, Vendée, Meuse. Donc c'est là où c'est le plus important, alors qu'on pourrait penser que c'est le Pas-de-Calais, la Seine-Saint-Denis. Donc c'est pas le cas. Et on est souvent dans des départements périphériques. Par exemple, si on prend la Meuse, donc c'est la région Lorraine, à l'ancienne région Lorraine. Donc c'est pas la Meurthe-et-Moselle où il y a Nancy, c'est même pas la Moselle où il y a Metz, c'est la Meuse, c'est-à-dire c'est le département rural et périphérique. C'est la même chose pour la Haute-Saône. On n'aura pas la Côte d'Or, Dijon pour la Bourgogne, mais on aura la Haute-Saône qui est un département rural et périphérique, ou le Jura pour la Franche-Comté. Donc ce sont à chaque fois les départements où il n'y a pas de métropole urbaine majeure. En fait, ce qui distingue le plus ces deux tableaux, c'est l'absence de métropole urbaine majeure dans ces départements. C'est le département où il y a le moins de grandes villes, où il y a le plus d'ouvriers dans la population. Et à l'inverse, donc vous voyez que Paris en aboutit à 7%, et donc on est surtout dans les départements où il y a Toulouse, la banlieue parisienne. Donc là, ça permet aussi d'aller contre les images toutes faites sur ces campagnes. Une dernière figure pour aller un peu plus en profondeur, c'est que donc là, on est sur la région Bourgogne. Donc c'est un exemple, et c'est c'est dans cette région que j'ai enquêté. Donc en gros, les grands pôles urbains, c'est ce qui est en rouge. C'est les grandes villes. En orange, c'est le périurbain. Et là, ce qui est important à retenir, c'est que en fait, la part de la population ouvrière est la plus importante dans ce qui est ni rouge ni orange, donc dans le reste, donc ce qu'on appelle les espaces ruraux, et surtout en fait, dans les petites villes. C'est-à-dire qu'en sociologie des territoires ruraux, on va estimer que ce qui est du rural, c'est ce qui est en dehors des grandes villes et du périurbain, si on veut. Et dans ces campagnes, les ouvriers sont surreprésentés par rapport aux autres territoires plutôt urbains, mais ils sont surtout surreprésentés dans ces petites villes, qui sont des petites villes de quelques milliers d'habitants. On n'est pas dans le périurbain, dans le sens où la vie de ces populations elle est centrée sur le bourg. C'est des centres importants pour les zones rurales qui sont autour. Dans ces petites villes, vous avez l'école, des fois un hôpital, un supermarché, différents établissements industriels. Et c'est un centre de gravité pour les campagnes. Donc on n'est pas dans le périurbain. C'est-à-dire que le périurbain, c'est quand on est sous l'influence d'une grande ville et où on va travailler à la grande ville. Donc quand on habite ici, on est plutôt dans des zones de résidence. La population ouvrière est plus importante qu'en ville, mais on est dans des zones de résidence où on va travailler. On n'est pas dans des zones à la fois de travail et de résidence. Alors que dans ces petites communes, qui sont des petites villes, mais dans les territoires ruraux, il y a une articulation entre espace de vie et espace de travail. Donc en général, vous avez des ouvriers qui habitent sur place et qui travaillent dans l'établissement industriel, mais aussi qui habitent dans les villages qui sont autour. Et de l'ensemble de tous les territoires, selon la nomenclature, donc ces divisions, c'est dans ces petites villes que la part de la population ouvrière est la plus importante. C'est-à-dire qu'elle est encore plus importante que dans les villages. Donc c'est dans le cadre d'une de ces petites communes que j'ai enquêté, donc une petite ville, donc là qui fait en gros 3000 habitants. Donc on est vraiment à l'image de ces petites communes qui sont des petites villes dans les espaces ruraux avec une très forte population ouvrière et souvent donc des bourgs qui subissent de plein fouet la crise industrielle et surtout le recul de l'État social avec le retrait et la privatisation des services publics. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi de mobilisation et de difficultés dans ces communes puisqu'il y a une fragilisation de tout le tissu des services publics. Donc c'est là où il y a les fermetures d'hôpitaux, les fermetures d'écoles, et donc souvent des luttes aussi contre la fermeture de différents établissements industriels.
Donc c'est dans une de ces communes donc, qui se situe en Bourgogne. C'est là où j'ai enquêté durant 5 ans, donc auprès de salariés qui travaillent dans un atelier de maintenance de matériel ferroviaire. Donc c'est un atelier de la SNCF où il y a en gros 300 salariés. Et moi, j'ai surtout suivi les militants du syndicat majoritaire dans cet atelier et à la SNCF, donc les militants de la CGT, puisque donc là, j'en viens au second objectif de l'ouvrage et de mes réflexions. Ce qui m'intéresse, c'est la compréhension des transformations de l'engagement ouvrier. Donc là, j'en viens au second point. La question de l'engagement ouvrier m'intéresse et l'angle d'approche que j'ai, c'est celui de prêter attention aux recompositions et pas simplement à la crise. C'est-à-dire qu'il y a eu des travaux classiques très importants depuis les années 90 qui renseignent très bien la crise de reproduction du groupe ouvrier, donc la crise de transmission des valeurs ouvrières, la crise de transmission entre générations. Et donc je pense surtout aux travaux de Michel Pialou et de Stéphane Beau donc sur Sochaux, donc c'est le retour sur la condition ouvrière, où il renseigne très bien la crise des organisations ouvrières et la crise de certaines valeurs de solidarité dans le monde ouvrier. Donc ça, c'est très important. En même temps, mettre l'accent que sur cet angle-là, ça ne nous permet pas de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, puisque à Sochaux, comme dans la plupart des autres établissements industriels, il existe toujours des ouvriers, surtout il existe toujours des militants ouvriers, puisque la CGT est toujours majoritaire à Sochaux. Dans les collèges ouvriers, en gros, on est sur les mêmes taux électoral pour la CGT. Souvent, en fait, la CGT baisse tout simplement parce que les cadres et les agents de maîtrise sont de plus en plus importants dans les entreprises mères et les ouvriers sont plutôt embauchés dans l'intérim ou dans les boîtes sous-traitantes. Donc, vous avez un effet automatique de baisse des suffrages des salariés pour le syndicat. Mais en gros, il y a un taux de soutien à la CGT plus Solidaire et d'autres organisations qui est assez stable et un renouvellement. C'est que même s'il y a une vraie crise, on y reviendra, de l'engagement ouvrier, il y a toujours des militants ouvriers. À Sochaux, comme ailleurs, il y a de nouveaux délégués du personnel, des nouveaux secrétaires de la section syndicale. Par la force des choses, il y a eu un renouvellement. Ceux qui dirigent les syndicats dans les années 2010 ne sont pas ceux qui le dirigeaient dans les années 70. Donc moi, je pars plutôt de cette question-là. Donc, renseigner la question de la crise de l'engagement ouvrier, mais plutôt sous l'angle des recompositions. Qui sont ceux qui militent toujours? Comment ils en sont venus à militer alors que c'est de plus en plus difficile? Donc aller plutôt du côté des recompositions et savoir pourquoi et comment des ouvriers continuent à militer alors que tout pousse à ce qu'ils se démobilisent. Et le principal point, donc pour comprendre, donc si moi je tombe sur les ouvriers de l'atelier SNCF dans le bourg, c'est pas parce qu'au début je voulais travailler sur ce groupe-là, c'est que ce qui m'intéresse c'est l'engagement ouvrier. Et dans ce bourg, ce sont ces ouvriers de la SNCF que l'on retrouve engagés dans la municipalité, dans les associations, dans les différentes mobilisations. Et donc ça, c'est déjà un résultat, c'est qu'il y a d'autres entreprises industrielles. Il y a notamment un abattoir, il y a une usine de la métallurgie qui emploie quasiment autant de salariés, qui est juste en face de l'atelier, où la CGT est très forte. Elle est majoritaire, elle a le comité d'entreprise, mais il y a très peu de militants. En gros, il y a 2 ou 3 militants donc qui sont présents, mais qui ne peuvent pas beaucoup mobiliser de salariés, puisque les conditions de travail sont difficiles, il y a de l'intérim, et même lorsqu'ils sont CDI, ils ne sont pas toujours sûrs de garder leur poste. Donc le principal, le résultat important par rapport à ça, c'est que ce qui permet l'engagement, c'est d'abord le fait d'appartenir à des fractions stables, hautes des classes populaires locales. C'est parce qu'ils appartiennent à la SNCF qu'ils sont donc ouvriers à statut, qu'ils ont surtout une continuité dans leur emploi, une stabilité professionnelle, que l'engagement devient pensable et possible. Au contraire d'autres figures populaires locales qui sont plus fragiles, donc les métallos, les ouvriers de l'abattoir, les ouvriers du bois, et surtout au contraire des femmes, des classes populaires rurales, donc celles qui sont aides à domicile, employées des grandes surfaces. Il y a beaucoup d'ouvrières qui travaillent dans la maroquinerie. Il y a les employés du supermarché. Donc il y a une diversité du monde populaire local, mais ce sont bien du côté des fractions les plus stabilisées.
euh, ceux qui appartiennent à une entreprise nationale, où la question de l'engagement peut se poser. Et c'est pour ça que les cheminots, ils maintiennent des réseaux militants, contrairement notamment aux métallos, et ils jouent toujours un rôle central dans l'espace local. Et en même temps, ils ne sont pas coupés des fractions les plus fragiles des classes populaires. Donc ça, c'est important parce que souvent, on met l'accent sur les clivages très forts, notamment entre ceux qui sont dans le public et ceux qui sont dans le privé. Mais en allant les voir, donc je ne vous l'ai pas dit, mais donc ce que j'utilise comme méthode, donc c'est la méthode ethnographique ou d'enquête sur place, c'est-à-dire que pendant 5 ans, j'ai suivi ces militants en étant présent sur place, dans les réunions et surtout en faisant des entretiens avec les ouvriers de l'atelier, avec les cadres et surtout avec les anciens cadres de l'atelier, et notamment en allant voir toutes les scènes dans lesquelles ils sont inscrits, associations, municipalités et surtout familles, donc l'espace domestique. Donc c'est surtout par observation, c'est-à-dire que j'observe et j'enregistre les réunions, par entretien, et aussi c'est un travail d'archive. Donc quand on travaille comme ça, très très vite, ce qui apparaît, c'est qu'ils appartiennent aux fractions stables, c'est évident, ça leur donne des ressources pour s'engager, ce que n'ont pas les autres catégories populaires, mais en même temps, ils sont complètement insérés dans les milieux populaires plus fragiles, ils sont insérés dans ces milieux par leurs conjointes, par leurs enfants, et surtout parce que avant de rentrer à l'atelier, souvent, ils sont passés eux aussi par le privé, par la métallurgie, par les services. Ils ont connu des statuts précaires, des conditions de travail difficiles, et ils ont ensuite entré dans un second temps donc, à la SNCF. Donc ils ont connu ces conditions de travail. Ils ont pu aussi avoir un sentiment d'injustice sociale fort, une défiance à l'égard de l'autorité patronale qui s'est créée même avant. Et auparavant, notamment lorsqu'ils passent dans le privé, ça peut avoir des effets politiques différents, dans le sens où ils peuvent s'abstenir, voire voter pour le Front National. Par contre, l'entrée à la SNCF, ça permet une stabilisation professionnelle, ça permet un rapprochement avec des syndicats, puisqu'il y a des traditions syndicales fortes, contrairement au secteur où ils sont passés auparavant. Et donc là, il y a une certaine politisation qui se fait, une politisation à gauche, une rencontre avec des syndicats et donc une stabilité qui permet de voir les choses autrement et d'ancrer leur défiance sur des motifs plus politiques et syndicaux. Mais donc il n'y a pas une coupure forte. C'est bien une stabilisation professionnelle qui permet un engagement, mais en même temps, leur trajectoire, elle s'est nourrie de ce qu'ils ont connu auparavant et surtout de ce que connaissent leurs femmes et leurs enfants qui sont souvent en difficulté pour rester sur le marché de l'emploi, pour avoir un travail stable. Donc c'est vraiment alimenté par ce qui se passe aussi à l'extérieur de l'établissement.